Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo témoignage. On va parler du RGO. Alors le RGO, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous êtes en plein dedans, vous savez absolument ce que c'est. Et sinon, pour les autres, pour celles qui se posent des questions sur l'état de leur bébé, le RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien. C'est-à-dire que c'est des remontées acides du contenu de l'estomac. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pédiatre, je suis seulement une maman qui a vécu le RGO, le reflux interne donc de son fils pendant 2 mois avant qu'il soit diagnostiqué. Je suis passée par toutes les phases. Ça a été très compliqué, extrêmement dur. Donc cette vidéo, c'est plutôt un témoignage avec des conseils à prendre ou à laisser. Vraiment, je vous oblige à rien, on n'est pas sur Doctissimo, c'est pas du tout l'idée de cette vidéo. Ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, c'est de vous donner quelques conseils qui, moi, m'auraient vraiment beaucoup aidé. Quand on a traversé ce problème de santé avec Axel, j'ai eu énormément de mal à trouver des réponses, que ce soit sur internet ou auprès des médecins qui suivaient Axel. Du coup, je pense que cette vidéo pourrait être très utile. Elle fait écho à un article que j'ai fait qui est paru sur mon blog il y a déjà plusieurs mois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez avoir l'histoire complète. Donc quand Axel est né, il a tout de suite pleuré, comme tous les enfants. Non mais lui il a pleuré non-stop. C'est-à-dire que du jour de sa naissance jusqu'à à peu près 2 mois et demi, il pleurait 18 heures sur 24. Il ne dormait que par tranche de 30 minutes, puisque les autres 30 minutes, il me réclamait le sein. Autant vous dire que je n'avais même pas de réserve de lait et que je fonctionnais à la production minute. Tout ça avec un petit garçon de 5 ans à côté et un mari qui bossait beaucoup, donc pas souvent là. Je me suis retrouvée dans un état juste pas possible. Donc j'avais mon petit bout qui pleurait non-stop, qui avait les poings serrés tout le temps, qui était tout contracté, qui semblait avoir mal au ventre, qui était constipé, qui n'allait à la selle que tous les 4 jours, qui était sans cesse encombré à l'arrière de la gorge par une sorte de petite glaire que je n'arrivais pas à faire partir en le mouchant pourtant plusieurs fois par jour. Il avait énormément de mal à s'endormir autrement que dans mes bras. Dès que je le posais, il hurlait. Et dès qu'il s'endormait, il était pris de petits spasmes dans son sommeil. Enfin, autant vous dire que pour une maman, voir ça, c'est très dur. Voyant Axel souffrir à ce point, évidemment, vous vous en doutez, j'ai pas mis longtemps à aller chez le pédiatre et donc à lui communiquer le fait que ça n'allait pas selon moi. Sauf que, évidemment, vous aurez remarqué que vos enfants, quand vous les emmenez chez le pédiatre ou chez le médecin, ils choisissent ce moment-là pour ne montrer aucun symptôme de ce qu'ils ont habituellement. Donc Axel était un enfant qui mangeait très bien, donc qui n'avait aucun problème de poids. Donc je suis repartie sans rien, sans médicaments, sans conseil. Le pédiatre m'a juste dit que mon enfant se portait très bien et que c'était certainement moi qui étais fatiguée, qui instrumentalisait les pleurs de bébé. Je vous laisse méditer sur cette petite phrase qui, moi, m'a juste un petit peu marquée. Mon expérience avec les pédiatres a commencé à ce moment-là. Je n'ai pas du tout été écoutée, pas du tout pris en charge. Pourquoi? Eh bien parce que le reflux d'Axel était un reflux interne, c'est-à-dire qu'il ne vomissait pas du tout son lait. Il gardait tout à l'intérieur, ça le brûlait, voilà, ça faisait des allers-retours comme ça. Donc ça ne se voyait pas, c'est totalement invisible. Il mangeait toutes les 30 minutes, donc il était suralimenté. Et au-delà de ça, c'était en plus un petit garçon éveillé et tonique. Donc vous avez tous les ingrédients réunis pour que votre pédiatre vous dise que finalement tout va bien et que le problème vient de vous. Et là, vous commencez à devenir totalement dingue. Je suis allée voir mon généraliste qui m'a tenu le même discours. J'ai subi les critiques de l'extérieur me disant que je n'avais pas assez de lait, que mon lait n'était pas assez nourrissant, qu'il fallait absolument que je passe au biberon pour nourrir mon enfant. Et rajouter à cela que je ne dormais pas. Je vous laisse imaginer mon état émotionnel. Et donc un beau jour, j'ai fini par me rendre aux urgences, totalement en pleurs, avec ce bébé que je ne comprenais pas, que je voyais souffrir et personne ne voulait m'aider. Et donc aux urgences, je me suis dit que j'allais enfin trouver quelqu'un qui allait au moins prendre le temps de m'écouter et non pas quelqu'un qui était coincé entre 2 consultations et des enfants qui braillent dans une salle d'attente. Erreur, puisque je suis tombée sur une interne qui visiblement n'avait pas d'enfant, qui a fait un examen sommaire d'Axel, j'imagine peut-être par manque de temps, et puis évidemment voyant qu'il allait bien, qu'est-ce qu'on allait pouvoir y faire. Et qui m'a donc conseillé d'espacer les tétés de 2 heures, moins le nourrir en fait, de lui donner du Gaviscon pour le soulager, et du gel de Polysilane pour les coliques. Oui, parce que les coliques c'est la grande excuse du siècle quand votre enfant a mal quelque part.
Donc autant vous dire que je suis repartie en pleurant, totalement désemparée. Et donc je suis rentrée à la maison et là j'ai regardé sur des forums, j'ai cherché, je cherchais notamment sur l'alimentation, sur l'allaitement, et je suis notamment tombée sur une conseillère en lactation qui surtout conseillait de ne pas espacer les tétés, puisqu'en fait le lait maternel avait un effet apaisant et cicatrisant au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Donc merci l'interne de pédiatrie pour tous vos conseils que je n'ai pas appliqués. Tout ceci est de l'histoire ancienne, Axel va super bien aujourd'hui, mais je voulais quand même vous donner quelques petits conseils. Mon premier conseil, écoutez-vous. Vous seul savez si votre enfant va bien ou pas. Ça n'est pas un médecin qui va le voir 10 minutes pendant une consultation qui va pouvoir vous dire si votre enfant va bien alors que vous voyez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant qui pleure 18 heures sur 24, ça n'est pas normal. Ça n'est pas un problème de patience de votre part. Ça n'est pas un enfant qui fait des caprices. Certainement pas à la sortie de la maternité. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Insistez. Insistez, 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 allez voir autant de médecins qu'il faut, pointez-vous aux urgences, prenez rendez-vous avec des gastropédiatres, jusqu'à ce que vous tombiez sur quelqu'un qui vous écoute et qui prend vraiment en compte ce que vous lui dites et qui vous propose de faire des examens médicaux. Pas seulement de repartir avec une ordonnance de Gaviscon. Parce qu'en soi, vous aurez votre ordonnance, mais vous ne saurez pas ce que votre enfant a. Et le risque, c'est qu'il fasse une œsophagite aiguë, c'est-à-dire que son œsophage brûle. Voilà, et qu'il ne puisse plus s'en servir, tout simplement. Donc j'imagine que vous n'avez pas envie que ça arrive. Donc vraiment, battez-vous, ne vous laissez pas influencer par le corps médical. Oui, vous n'avez pas de diplôme en pédiatrie, non, vous n'êtes pas médecin. Et alors, vous êtes maman, et vous savez mieux que quiconque ce qui ne va pas quand votre enfant pleure. Je m'énerve quand je dis tout ça, mais ça me semble totalement dingue aujourd'hui que le ressenti et l'instinct maternel ne soient pas du tout pris en compte dans un diagnostic médical. On ne devrait pas seulement se focaliser sur l'enfant qu'on a en face de soi, on devrait aussi écouter les parents qui s'occupent de cet enfant 24 heures sur 24. Ça me semble juste normal. Ensuite, deuxième conseil, privilégier l'allaitement. Alors je ne suis absolument pas une pro-allaitement ou une pro-biberon, ça n'est pas du tout la question. Pour moi, chaque mère doit faire comme elle a envie, comme elle le sent. À partir du moment où son bébé est en bonne santé, on s'en fiche quoi. Mais pour le RGO, il est quand même prouvé que le lait maternel agit comme un pansement gastrique qui va empêcher que votre enfant soit trop brûlé au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Pour preuve, finalement, Axel demandait à manger toutes les 30 minutes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça le soulageait. Donc imaginez quand j'ai découvert ça, ce que j'ai pu penser de l'interne en pédiatrie qui m'avait dit, eh bien tout simplement d'espacer les tétés. Donc en gros de laisser souffrir mon enfant pendant 2 heures avant de pouvoir lui donner la seule chose qui lui faisait du bien. Donc si vous en avez la possibilité, allaitez votre bébé. Alors moi j'avais pas de lait, c'est-à-dire que j'utilisais la tireuse à lait, cette magnifique machine qui te fait ressembler à une vache, n'est-ce pas? Et en fait j'avais pas de lait, c'était du lait à la demande, c'est-à-dire que dès que je mettais Axel au sein, ça se mettait à travailler là-dedans, et ça produisait assez de lait pour le nourrir. Magie du corps humain. Mais si j'avais écouté mon entourage, je me serais dit que je n'avais pas de lait et que évidemment mon lait n'était pas nourrissant puisqu'il était produit à la minute. Mais voyez-vous, mon instinct a été beaucoup plus fort et je me suis écoutée et j'ai réussi à allaiter Axel jusqu'à ses 6 mois. Donc ne perdez pas espoir. Et pourtant je peux vous dire que j'ai souffert, j'ai eu des crevasses, enfin ça a été vraiment horrible, mais j'ai tenu bon parce que je savais au fond de moi que c'était la meilleure chose que je pouvais lui donner. Avec du recul je me dis quand même que c'était assez dingue de surmonter cette douleur, le fait que j'avais pas de lait, juste parce que je savais au fond de moi que c'était la meilleure chose que je pouvais lui offrir. Alors n'hésitez pas à avoir une conseillère en lactation, à parler à des mamans qui ont allaité autour de vous pour avoir des conseils, c'est hyper important d'être soutenu sinon on abandonne. D'ailleurs j'en profite dans cette vidéo pour remercier Lucie qui est une amie qui est sage-femme et qui m'a soutenue mais comme pas possible pour que je continue à allaiter Axel et c'est en partie grâce à elle que j'ai tenu aussi longtemps. Voilà, Lucie, gros bisous. Mon troisième conseil ce serait d'aller voir un ostéopathe. Qui dit ostéopathe, dit remise en place de tout le système digestif, alignement de tout ce qu'il faut aligner et voilà, ça ne peut lui faire que du bien. Alors bon, pour Axel, moi ça n'a pas marché parce que je pense qu'il avait vraiment un reflux vraiment costaud, mais je sais que ça a marché pour beaucoup d'enfants. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un ostéopathe qui est spécialisé pour les petits. S'il a un reflux, je peux vous dire qu'il va vous réveiller beaucoup de fois dans la nuit. Et dites-vous qu'il souffre. Donc imaginez-le seul dans une chambre en train de souffrir, sans son papa, sans sa maman, sans les sentir à côté, mais l'angoisse. Donc vraiment, n'hésitez pas à dormir avec lui, à le mettre sur vous, à l'avoir dans un berceau à côté, à l'avoir sur le coussin d'allaitement.
Évidemment, calez-le bien, faites en sorte qu'il ne puisse pas se retourner, qu'il soit bien calé, voilà, que vous puissiez dormir avec lui tranquillement. Mais c'est mon conseil, c'est d'être proche de lui et de pouvoir l'allaiter toutes les 30 minutes s'il en a besoin, le rassurer, le câliner, le bercer. Même si c'est super dur, je pense vraiment que c'est un truc qui vous aidera justement à dormir et à vous reposer, à être plus sereine. Pensez à relever le matelas sur lequel il va dormir, histoire que le lait ne remonte pas direct quand vous allez le coucher. 5e conseil, offrez-vous une écharpe de portage. Vraiment, ça m'a sauvé la vie. Alors à l'époque où Noah est né, mon premier il y a 10 ans, donc c'était les écharpes où il fallait faire 15 000 tours et puis faire un nœud, enfin j'y suis jamais arrivée en gros. Il existe des écharpes de portage hyper simples, hyper confortables et en plus hyper jolies. Vous serez plus obligé de vous taper le truc totalement bariolé qui ressemble à rien. Donc il y en a du côté de chez Studio Romeo, je sais pas si vous connaissez cette marque. Du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. Ça va vous permettre de libérer vos mains tout en ayant votre bébé contre vous au plus proche et relevé debout. Donc après le repas c'est vraiment l'idéal. On développe pas mal de capacités, hein. Moi je sais faire plein de choses avec une seule main hein, depuis que j'ai eu Axel. C'est très utile. 6e conseil qui va totalement à l'encontre de ce que vous diront vos pédiatres et vos médecins, j'en suis vraiment désolée. Alors avant de vous le donner, vraiment ça n'engage que moi. C'est ma vision des choses, c'est comment je l'ai vécu. Je vous rappelle que cette vidéo c'est plus un témoignage qu'autre chose. En fait votre enfant ira mieux à partir du moment où il commencera à manger plus solide. Des repas qui remonteront moins facilement. Donc moi, ce que j'ai fait pour Axel, en plus du traitement que j'ai finalement réussi à avoir une fois que je suis allée pour la 2e ou la 3e fois aux urgences en pleurant, et que j'ai eu rendez-vous avec une gastropédiatre géniale, j'ai fait le pari de commencer la diversification plus tôt. Donc Axel a dû manger sa première purée de carottes vers 3 mois et demi. Je voyais très bien que de toute façon il était capable d'avaler avec une petite cuillère. Donc j'ai commencé à lui donner à ce moment-là et ça a commencé déjà à aller mais 1000 fois mieux. Alors je pense vraiment que c'est pas en donnant une purée 15 jours ou 1 mois avant ce qu'on vous a dit de faire que ça va changer sa vie. C'est pas pour autant qu'il va développer des allergies. Enfin, j'essaie de me rappeler quand mes parents nous ont eu dans les années 80, enfin, ils fonctionnaient vachement plus à l'instinct. Je suis jamais allée chez le pédiatre, j'allais tout le temps chez le médecin généraliste et j'en suis pas morte. Je me porte même très bien. J'ai jamais été malade dans mon enfance, voilà. Donc je touche du bois. Donc vraiment, n'hésitez pas à leur préparer un petit pot pour tester. Pour voir si ça leur fait du bien. Et puis si ça marche, bah, vous aurez tout gagné. Bon, j'espère que personne va me dénoncer à son pédiatre. 7e et dernier conseil, je sais que c'est super dur de se le dire, mais c'est temporaire. Alors c'est ma grande phrase de la vie, mais rien ne dure. C'est une situation que vous vivez en ce moment qui est super dure, super chiante, vous voyez votre bébé souffrir, ça n'en finit plus, vous avez sommeil, vous vous énervez, vous avez plus de patience. Ça va s'arrêter. À partir du moment où votre petit va manger solide, alors je dis pas qu'il faut lui faire un steak à 3 mois et demi, hein, mais à partir du moment où il va commencer à manger solide, une petite compote par-ci, une purée de carottes, voilà, ça va partir. Et plus il va se redresser, plus il va se tenir assis, et plus le reflux va s'effacer. Suivez votre instinct. Ne vous laissez pas embobiner si vous sentez que quelque chose ne va pas. Et faites-vous confiance, vous êtes une bonne maman. Cette vidéo est terminée, j'espère du fond du cœur qu'elle aura été utile, qu'elle aura été informative. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas pour me raconter votre expérience. Et en attendant de vous lire, je vous fais des gros bisous et surtout, n'oubliez pas, Mother Power.